On n'a pas pu faire notre jeu interactif. Peut-être que c'est encore possible un jour, mais on s'est rabattu sur autre chose. On a fait un film interactif qui s'appelle Quest en anglais, Quête en terre aborigène. Et donc, il est construit sous forme d'une matrice qui couvre 4 régions. Donc, la terre d'Arnhem, où on venait de filmer L'Esprit de l'encre, le désert de l'Ouest, notamment la région de Balgo et les Walpiri, de la Djamanu. Et puis les plateaux du Kimberley, donc avec le chaman, défenseur des peintures rupestres. Et enfin, la région où j'habite, à Broome, la péninsule d'Ampierre. Voilà. Donc nous avions ces 4 régions, et pour les 4 régions, on avait 4 thèmes. Parce qu'en fait, l'idée était, on a réussi à obtenir un financement du musée du Quai Branly, qui n'était pas encore ouvert, puisqu'il n'a ouvert qu'en 2006, et nous, on est en 2000 là. Mais l'établissement public du musée du Quai Branly, donc à l'époque, le service d'enseignement et de la recherche était dirigé par Maurice Godelier, et donc il cherchait à promouvoir des projets multimédia. Donc on a eu un financement pour faire ça, et puisque ça devait être pour un musée, j'ai choisi l'art, les performances, la survie toujours, puisque voilà, il y a beaucoup d'objets dans les musées qui servent à faire la chasse et à trouver la nourriture, mais aussi des rituels qui servent à résister. Et puis, donc, les récits. Les récits, aussi bien les mythes que les histoires de vie et les histoires collectives. Voilà. Et je me suis beaucoup amusée à développer avec Julien Stigler, qui était dans l'animation. Je retrouvais mes penchants anciens pour les films d'animation, à faire cette maquette. Et donc, c'est en fait un long travelling de 10 minutes où on traverse à peu près 2000 km en utilisant donc les images tournées par mon mari, le réalisateur aborigène Wayne Johandy, depuis la côte nord-ouest, qui est son pays, jusqu'en terre d'Arnhem. Donc on a choisi des images qui s'enchaînent, mais il y a toujours ce mouvement de caméra comme ça qui nous fait voyager donc de l'ouest en est, en traversant les quatre milieux. Et à chaque fois dans chaque séquence régionale est découpée en 4 parties qui ne se voient pas, mais il suffit de cliquer sur l'image que l'on voit, par exemple un objet d'art ou un rituel ou quelque chose que l'on mange, pour rentrer dans la partie correspondant à la thématique. Et donc c'est une espèce de zoom qui est fait à travers la carte pour arriver sur la terre en question. Voilà. Et donc malheureusement, le musée du Quai Branly n'a pas été intéressé par l'interactivité, alors qu'ensuite, comme pour le CD-ROM, il y avait à peu près, il était prévu 1 heure de documents filmés pour chaque séquence. Donc ça aurait fait 16 heures de navigation. Donc on n'a pas pu finir ça non plus. Par contre, les 10 minutes donc, du très très beau zoom qui traverse ces 4 régions ont été utilisées par Philippe Discola dans son exposition La fabrique des images. Bien que ni moi, ni Jessica Delargili, qui travaille en terre d'Arnhem et a contribué au catalogue, ne partageons vraiment sa vision de l'ontologie totémique. De retour en France en 2000, j'accompagne à l'EHSS, donc l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, les recherches d'une dizaine de doctorants. D'abord, 2 thèses sur les réfugiés, le camp de Sangatte à Calais et un camp d'une ONG allemande au Darfour.
je commence à parler des aborigènes comme des réfugiés de l'intérieur. Je fais un parallèle entre le traitement des migrants et des peuples autochtones refoulés dans des réserves ou des communautés sans services appropriés. Comme dans les camps de réfugiés, l'autonomie de décision individuelle et collective est brimée, en soumettant tout le monde au principe de l'assistanat qui rend impuissant, disempower. Je crois qu'on dit désempouvoirment au Canada. Je vais monter avec les universités australiennes à Melbourne, Brisbane et James Cook University dans Queensland, des co-tutelles pour 5 étudiants qui travaillent respectivement, l'une en terre d'Arnhem, 2 dans le Kimberley, 2 autres sur l'art urbain et l'activisme de la côte nord-est. Le magnifique travail de thèse de Jessica de Largy-Illy en terre d'Arnhem, que nous avons co-dirigé avec la professeure aborigène et activiste Marcia Langton, m'incite à proposer à Jessica de collaborer à un livre de photos que les éditions du Chêne m'ont invité à faire pour mettre en valeur l'art du désert. Je préfère tenter un parallèle entre les 2 régions où nous travaillons pour montrer que si les peuples du désert, donc en l'occurrence les Walpiri, et de la forêt, les Yolngu avec qui elle travaille, côtières, sont différents tant dans leur mode de vie que dans leur art, il y a des traits communs que nous dégageons avec Jessica dans nos textes juxtaposés. Ce livre de photos magnifique sortira en 2005 et sera traduit en italien et en allemand. En 2004, nous décidons avec Wayne Johandy et nos 2 filles, âgées alors de 10 et 12 ans, de quitter Paris et repartir vivre en Australie. Cette fois, nous allons sur la côte nord-est, au bord du Pacifique. Je suis invitée comme professeur adjoint à l'université James Cook de Townsville. C'est une ville militaire par rapport au Pacifique, où j'enseigne en anthropologie, mais aussi aux étudiants en criminologie. Nous y montons un programme sur les festivals du Pacifique avec ma collègue australienne Rosita Henry. Nous allons avec Rosita, Jessica et son mentor Yolngu de Galiwinku, Jogumbula, au Festival des Arts du Pacifique en août 2004. Il réunit des délégations de 33 pays insulaires du Pacifique, la plupart des pays indépendants, notamment la petite île de Palau, où il n'y a que 30 000 habitants, mais qui a un vote à l'ONU. Là, je rencontre la délégation polynésienne, une douzaine d'artistes et écrivains activistes dont le parti autonomiste vient de gagner les élections, avec Oscar Temaru. Je n'avais pas réalisé l'impact de ces luttes polynésiennes. Je suis secouée par la force et le talent littéraire de Chantal Spitz, une écrivaine qui a mis en scène dans un roman provocateur et qui va faire scandale, l'histoire d'amour entre un autonomiste et une ingénieure de la métropole envoyée pour mettre en place les essais nucléaires. Elle m'invite à lui rendre visite en Polynésie. J'irai avec mes filles fin 2005. Ce sera une révélation. Je suis aussi sollicitée au Festival Palau à servir d'interprète lors de la session sur l'usage des plantes médicinales, lorsqu'intervient la délégation d'une vingtaine de femmes Kanak de Lifou, île de Nouvelle-Calédonie. Elle m'invite chez elle. J'irai 2 ans plus tard, à l'occasion d'une intervention au Centre culturel Chibaou de Nouméa. Ce sera une autre leçon et un choc de voir sur place la force créative et de résistance des Kanaks. Je me sens interpellée en tant que Française sur la nécessité de réfléchir et mettre en valeur ces alliances qui sont nouées par les peuples autochtones dans le Pacifique et aussi sur les autres continents, aborigènes, Kanaks, polynésiens et d'autres peuples colonisés par la France qui font pour certains toujours partie des territoires d'outre-mer français. De retour en France en 2006, je réunis une dizaine de collègues du laboratoire d'anthropologie dans une équipe intitulée Anthropologie de la perception. Et j'anime à l'EHESS le séminaire Colère globale, création locale. Le grand amphi du 105 boulevard Raspail, qui a fermé depuis 2020, pour toujours, est plein d'étudiants et d'acteurs citoyens. Nous sortons en 2007 avec ma collègue australienne de James Cook University, Rosita Henry, nos étudiants et d'autres jeunes chercheurs, un ouvrage collectif. Le défi indigène,
qui sera traduit en anglais en 2011. The Challenge of Indigenous Peoples. En 2012, nous montons pour 5 ans, avec ma collègue et amie de James Cook, Rosita Henry, le programme international transocéanique, qui s'écrit trans, en un seul mot, océanique au majuscule, puis à nouveau minuscule, et K à la fin. Le K est un choix qui est fait par beaucoup de peuples en lutte autochtones ou non, à travers le monde, comme par exemple dans le mot black, qui s'écrit avec un seul K, ou alors Kanak, avec un K au lieu du C. C'est une façon d'affirmer ces luttes pour ces peuples-là. Le sous-titre, c'est Interactive Research, Mapping and Creative Agency in the Pacific, the Indian Ocean and the Atlantic. Le programme dure 15 ans et nous amènera à faire et réunir des études tout le long de la ceinture tropicale de la planète. Nous voulons mettre en valeur les affirmations culturelles par l'art et les festivals de manière non essentialiste, comme outil politique. Pour moi, il s'agit de montrer des singularités existentielles, des agencements collectifs, au sens de Deleuze et Guattari, plutôt que de tenir un discours sur des identités excluantes et figées dans une course à l'authenticité à propos de laquelle les débats n'en finissent plus à l'époque et hélas ont repris en France depuis 3 ans et de manière particulièrement problématique depuis la pandémie avec ce mot séparatiste qui serait bien sûr un danger vis-à-vis du fondamentalisme islamiste, mais qui met dans le même paquet, pour certains intellectuels ici en France, les Basques, les Occitans, les Bretons et les Kanaks, les Polynésiens ou les Amérindiens de Guyane. Nous allons organiser de nombreux colloques internationaux, certains accueillis au musée du Quai Branly à Paris, d'autres à l'Institut Cairns de l'Université James Cook en Australie, d'autres encore à l'île de la Réunion et au Brésil, avec le soutien d'institutions brésiliennes. L'Université fédérale de Santa Catarina accueille ainsi pendant plusieurs jours en 2013 de nombreux chercheurs brésiliens, français et australiens, notamment un professeur aborigène de James Cook University, Max Lenoy. Il est spécialiste des sciences de l'éducation, qui évidemment, dans le cas australien, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, suppose de s'intéresser aux pédagogies et aux langues d'autres peuples, qu'ils soient des autochtones ou des migrants. Il est aussi invité à partager son expérience dans le cursus de formation universitaire des peuples amérindiens de la région, donc Santa Catarina. Les échanges enthousiasment les étudiants brésiliens et les leaders indigènes. Ce colloque s'appelle Interface trouble, normes, classification et primat du langage en question. Il y a des interventions sur la frontière trouble entre mort et vivant, avec des anthropologues qui travaillent avec des médiums. Il y a bien sûr des interventions sur la frontière trouble entre le masculin et le féminin. D'ailleurs, l'anthropologue qui m'a invitée au Brésil et accueillie donc, pendant ces 6 mois, Myriam Grossi, dirige un grand institut d'études de genre et LGBT.